Je suis restée là, debout, au milieu du garage vide, les bras ballants, incapable de comprendre ce que mes yeux voyaient, ou plutôt ce qu'ils ne voyaient plus. L'espace où se trouvaient mes cartons, ces 12 boîtes soigneusement étiquetées de ma propre écriture, était désormais occupé par un vélo d'appartement flambant neuf et des bacs en plastique transparent remplis de décorations de Noël. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai fait un pas en avant, puis un autre, comme si, en m'approchant, les cartons allaient réapparaître par magie, surgir de derrière le vélo, se matérialiser dans un coin que je n'aurais pas remarqué. Mais non, il n'y avait rien. 40 ans de ma vie, 40 ans de souvenirs, disparus. Ma belle-fille Nathalie est apparue dans l'encadrement de la porte qui menait à la cuisine, une tasse de café fumant à la main. Elle portait un de ces ensembles de yoga qu'elle affectionnait tant, gris perle avec des lignes roses le long des coutures. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon désordonné qui se voulait négligé mais qui avait probablement nécessité 20 minutes devant le miroir. Elle a pris une gorgée de son café avant de parler, comme si elle avait tout son temps, comme si le monde ne venait pas de s'écrouler. Elle a dit « Ah, Marguerite, tu cherches tes vieilles boîtes ?» Ce n'était pas une question, c'était un constat prononcé avec cette désinvolture qui la caractérisait, cette façon qu'elle avait de minimiser tout ce qui ne la concernait pas directement. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti. Ma gorge s'était nouée, serrée comme un poing. J'ai senti mes mains commencer à trembler et je les ai cachées derrière mon dos, refusant de lui montrer ma vulnérabilité. Elle a continué. On a fait un grand tri pendant les travaux, tu sais, comme c'était le bazar ici. Philippe et moi, on a décidé de partir sur de nouvelles bases, de se débarrasser de tout ce qui encombrait. Ces cartons prenaient tellement de place et franchement, des vieilles photos jaunies pleines de moisissures, ça ne servait à rien de les garder. On les a jetées la semaine dernière. Les éboueurs sont passés mardi. Jeter. Elle avait dit jeter, comme on parle de vieux journaux ou de bouteilles vides. Jeter. Ce mot résonna dans ma tête, rebondissait contre les parois de mon crâne. J'ai dû m'appuyer contre le mur du garage, cette même surface froide et rugueuse que mon mari Henri avait peint lui-même il y a 35 ans, un samedi de printemps où les hirondelles tournoyaient autour de la maison. Je me souviens encore de l'odeur de la peinture fraîche mêlée à celle des lilas du jardin. J'ai fini par articuler « Tu as jeté mes photos ?» Elle a haussé les épaules avec une moue agacée, comme si j'étais une enfant capricieuse qui faisait des histoires pour rien. Elle a répondu « Ce n'étaient que des doubles, Marguerite, et elles étaient en mauvais état de toute façon. Il y avait des taches partout, une odeur de moisi, ce n'était pas hygiénique de garder ça dans la maison avec les enfants. Et puis, franchement, qui regarde encore des albums photos de nos jours? Tout est sur les téléphones maintenant. » Avez-vous déjà ressenti cette sensation où le sol se dérobe sous vos pieds, où tout ce que vous pensiez solide et acquis s'effondre en un instant? Dites-moi dans les commentaires si vous avez vécu quelque chose de similaire, ce moment où quelqu'un détruit ce qui vous est le plus précieux avec une indifférence totale. Je n'avais pas de double. Ces photos étaient uniques, irremplaçables. Certaines dataient d'avant ma naissance, des images de mes propres parents jeunes mariés, de mes grands-parents devant leur ferme en Alsace. Il y avait toutes les photos de l'enfance de Philippe, mon fils unique, ses premiers pas dans le jardin de cette même maison, sa première rentrée scolaire avec son cartable trop grand pour son petit dos, ses anniversaires, ses matchs de football, ses spectacles de fin d'année. Il y avait les seules photos existantes de Georges et Simone, les parents d'Henri, morts tous les deux dans un accident de voiture en 1987, 3 mois avant la naissance de Philippe. Mon fils n'avait jamais connu ses grands-parents paternels autrement que par ces images. Et maintenant, ces images avaient disparu dans une décharge quelque part, enfouies sous des tonnes d'ordures.
Mais je dois revenir en arrière pour que vous compreniez vraiment, pour que vous saisissiez l'ampleur de ce qui s'est passé ce jour-là dans ce garage de Strasbourg, par une froide matinée de novembre où le brouillard s'accrochait encore aux branches nues des tilleuls de notre rue. Tout a commencé il y a 43 ans exactement, le jour de mon mariage avec Henri Keller. C'était le 14 juin 1982, une journée parfaite, où le soleil brillait sur la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, projetant des ombres dentelées sur le parvis rose. Henri m'avait offert mon premier appareil photo comme cadeau de mariage, un Pentax Camille argentique qu'il avait économisé pendant des mois pour pouvoir acheter. Il m'avait dit « Je sais combien tu aimes capturer les moments Marguerite, alors voilà de quoi créer notre histoire ensemble. » Cet appareil est devenu mon compagnon fidèle pendant plus de 20 ans. J'ai photographié notre premier appartement minuscule rue du Fossé des Tanneurs, avec sa cuisine étroite où on ne pouvait pas ouvrir le réfrigérateur et le four en même temps. J'ai photographié Henri en train de repeindre les murs de la chambre que nous préparions pour le bébé à venir, les traces de peinture bleu ciel sur ses joues et dans ses cheveux bruns. J'ai photographié le ventre rond qui poussait sous mes robes d'été. Et puis, j'ai photographié Philippe, notre miracle, notre fils tant attendu, dès sa première seconde de vie dans la salle d'accouchement de l'hôpital civil. À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais posé mon appareil. Chaque étape de la vie de Philippe a été documentée avec une précision que certains qualifiaient d'obsessionnelle. Mais pour moi, c'était vital. Je savais, d'une certaine manière, que ces images seraient tout ce qu'il resterait un jour, comme si je pressentais déjà les pertes à venir. Henri est parti le 12 mars 2015, un infarctus foudroyant dans notre jardin, alors qu'il taillait le rosier grimpant qu'il avait planté pour mes 50 ans. Je l'ai trouvé allongé dans l'herbe, encore humide de rosée du matin, les cisailles à la main, le visage tourné vers le ciel. Il avait 68 ans. Nous devions fêter nos 33 ans de mariage 3 mois plus tard. Intimite mais engageant. Vari pacing. Slow pour émotionnelle révélation. Modère pour narratif. Slight urgence durant confrontation. Haine chaque section question avec génuine curiosité, invitant réponse. Semblait que ce monde qui veut vous connecter, non juste telle une histoire. Après sa mort, ces photos sont devenues mon trésor le plus précieux. Je passais des heures à les regarder, à toucher le papier glacé des tirages, à respirer cette odeur particulière des vieilles photographies, ce mélange de papier vieilli et de produits chimiques qui me ramenait instantanément à des moments révolus. Je pouvais fermer les yeux et me retrouver dans notre cuisine de la rue du Fossé des Tannes, Henri préparant sa fameuse tarte flambée du dimanche, Philippe sur sa chaise haute tapant des mains de joie. 5 ans après la mort d'Henri, Philippe a annoncé qu'il voulait me racheter la maison familiale. Il habitait à Lyon avec Nathalie depuis leur mariage, mais sa promotion au sein de l'entreprise automobile où il travaillait lui permettait d'être muté à Strasbourg. Il voulait élever ses enfants, mon petit-fils Lucas et ma petite-fille Emma, dans la maison où il avait lui-même grandi. J'ai trouvé l'idée merveilleuse. La maison resterait dans la famille. Je pourrais voir mes petits-enfants grandir dans les mêmes pièces où leur père avait fait ses premiers pas. J'ai acheté un petit appartement à 2 rues de là, un 2 pièces lumineux au 3e étage avec vue sur le parc de l'Orangerie. Mais il y avait une condition. Philippe m'avait demandé si je pouvais laisser mes cartons de photos dans le garage pendant quelques mois, le temps que les travaux de rénovation que Nathalie voulait entreprendre soient terminés. Elle avait des plans grandioses, cette femme. Elle voulait tout refaire, la cuisine, les salles de bain, abattre des cloisons pour créer un grand espace de vie ouvert. Elle parlait de minimalisme, de feng shui, de circulation des énergies. Mon fils acquiesçait à tout, hypnotisé par cette femme qu'il avait épousée 7 ans plus tôt. J'aurais dû voir les signes dès le début. Dès leur premier dîner chez nous, quand Nathalie avait regardé notre intérieur avec un dédain à peine dissimulé. Elle avait effleuré du bout des doigts le napperon en dentelle que ma mère avait crocheté, celui qui ornait notre table depuis toujours, et avait murmuré quelque chose à l'oreille de Philippe qui l'avait fait rire. J'avais fait semblant de ne pas remarquer. Henri, lui, avait remarqué. Ce soir-là, en rangeant la cuisine, il m'avait dit « Cette femme n'aime pas notre monde, Marguerite. Elle veut créer le sien, et elle effacera tout ce qui était avant elle. »
Je n'avais pas voulu l'écouter. Philippe semblait l'heureux, et c'était tout ce qui comptait pour moi. Où écoutez-vous cette histoire en ce moment? Êtes-vous dans votre salon, peut-être en train de regarder vos propres albums photos? Dites-moi dans les commentaires quelle photo de famille vous chérissez le plus. Les travaux ont duré 6 mois. 6 mois pendant lesquels je n'ai pas mis les pieds dans ma maison d'enfance de mon fils, parce que Nathalie trouvait que ma présence ralentissait les ouvriers, parce qu'elle disait que je posais trop de questions, parce qu'elle préférait me tenir à l'écart. Philippe passait me voir tous les dimanches pour le déjeuner dans mon petit appartement, parfois avec les enfants, souvent seul. Il avait l'air fatigué, cerné, mais il souriait en me montrant des photos sur son téléphone des avancées des travaux. Je voyais ma maison se transformer en quelque chose que je ne reconnaissais plus. Les murs jaune pâle que nous avions choisis avec Henri étaient devenus d'un blanc immaculé et froid. La cheminée en briques où Philippe avait accroché sa première lettre au Père Noël avait été recouverte de plaques de marbre gris. Le parquet en chêne, que mon beau-père Georges avait posé lui-même dans les années 60, avait été arraché et remplacé par du béton ciré. Chaque photo que Philippe me montrait était un coup de poignard dans le cœur, mais je souriais et je disais que c'était très moderne, très beau. Et pendant ce temps, mes 12 cartons attendaient dans le garage. Je les avais préparés avec soin avant de partir, enveloppant chaque album dans du papier de soie, séparant les photos les plus fragiles avec des feuilles de calque. J'avais étiqueté chaque boîte de ma plus belle écriture. Carton 1, mariage et premières années. Carton 2, naissance et petite enfance de Philippe. Carton 3, famille Keller, photos de Georges et Simone. Et ainsi de suite jusqu'au carton 12 qui contenait les photos les plus récentes, celles des 10 dernières années, les anniversaires de mes petits-enfants, les Noëls en famille, les dernières images d'Henri avant sa mort. J'avais aussi commencé un projet de numérisation. 3 mois avant de quitter la maison, j'avais acheté un scanner et j'avais commencé à transférer les photos les plus anciennes sur mon ordinateur. J'en avais numérisé environ 300, principalement celles du mariage et des parents d'Henri. J'avais également déposé tous les négatifs dans un coffre-fort à la banque, une précaution qu'Henri m'avait conseillé de prendre des années auparavant. Il avait dit « Les photos peuvent brûler ou se perdre, Marguerite, mais avec les négatifs, on peut toujours recommencer. » Merci, Henri. Merci pour cette sagesse que je n'ai comprise que bien plus tard. Mais ce matin-là, dans le garage, je ne pensais pas aux négatifs, ni aux fichiers sur mon ordinateur. Je ne pensais qu'aux originaux, ces tirages que j'avais touchés des milliers de fois, ces papiers photographiques qui portaient l'empreinte de mes doigts et peut-être aussi quelques traces des doigts d'Henri. Ces objets physiques, tangibles, irremplaçables, qui étaient maintenant quelque part dans une décharge, mélangés à des épluchures de légumes et des couches sales. Nathalie était toujours dans l'encadrement de la porte, sirotant son café avec une tranquillité qui me donnait envie de hurler. J'ai finalement retrouvé ma voix et j'ai dit « Tu n'avais pas le droit de faire ça, ces photos ne t'appartenaient pas ». Elle a levé les yeux au ciel, ce geste théâtral qu'elle maîtrisait si bien. Elle a répondu « Elles étaient dans notre maison, Marguerite, dans notre garage. Ça faisait des mois qu'elles encombraient l'espace. On t'avait dit que c'était temporaire. Tu aurais dû venir les chercher plus tôt si elles comptaient tant pour toi. » La cruauté de cette remarque m'a coupé le souffle. J'avais proposé plusieurs fois de venir récupérer mes cartons, mais à chaque fois, Nathalie avait trouvé une excuse. Les travaux n'étaient pas terminés, le garage était inaccessible, on verrait ça plus tard. Et maintenant, elle me reprochait de ne pas les avoir récupérés. J'ai demandé « Est-ce que Philippe est au courant ?» Son sourire s'est légèrement crispé. Elle a dit « Philippe est d'accord avec moi. » On en a discuté et on a décidé ensemble qu'il fallait se débarrasser de tout ce bric-à-brac. Il est temps de tourner la page et de se concentrer sur l'avenir au lieu de vivre dans le passé. Je connaissais mon fils. Je savais qu'il n'aurait jamais accepté de jeter les photos de son enfance, les seules images de ses grands-parents paternels. Nathalie mentait, ou elle l'avait manipulé d'une façon ou d'une autre. Mais je n'avais aucune preuve. Et dans l'état de choc où je me trouvais, je n'étais pas capable de réfléchir clairement.
Je suis partie sans un mot de plus. J'ai traversé la cour que je connaissais par cœur, cette cour où Philippe avait appris à faire du vélo, où Henri et moi avions planté le cerisier qui donnait maintenant des fruits chaque printemps. Je suis passée devant la boîte aux lettres que j'avais peinte en bleu vif il y a 20 ans, maintenant repeinte en noir mat pour s'accorder au nouveau style à la maison. J'ai ouvert le portail en fer forgé que Georges avait installé en 1965 et je suis sortie dans la rue. Le brouillard s'était épaissi. Je marchais sans vraiment savoir où j'allais, les jambes lourdes comme du plomb, la vue brouillée par des larmes que je refusais de laisser couler. J'ai fini par m'asseoir sur un banc du parc de l'Orangerie, celui où Henri et moi venions nous promener chaque dimanche après-midi pendant décennies. Les cygnes glissaient sur le lac gris, indifférents à ma douleur. C'est là que tout m'est revenu. Les négatifs, les fichiers numérisés, la carte SD de mon ancien appareil numérique que j'avais rangé quelque part dans un tiroir. Tout n'était peut-être perdu. 2 semaines plus tard, j'étais assise dans le bureau de M. Hartmann, le responsable de l'atelier de restauration photographique du centre-ville. Son bureau sentait le vieux papier et les produits chimiques, une odeur qui m'était familière et réconfortante. Les murs étaient couverts d'exemples de son travail, des photos anciennes restaurées avec une précision remarquable, des images floues rendues nettes, des couleurs fanées ravivées. J'avais apporté les boîtes de négatifs que j'avais récupérées au coffre-fort de la banque. Il y en avait des centaines, soigneusement classées par année et par événement. Monsieur Hartmann les examinait un par un à la lumière, ses lunettes à double foyer perchées sur son nez aquilin. Il a dit « C'est un véritable trésor que vous avez là, Madame Kellard. La plupart de ces négatifs sont en excellent état. On peut en tirer des tirages de qualité, peut-être même meilleurs que les originaux. » J'ai senti une vague de soulagement m'envahir, si forte que j'ai dû m'accrocher aux accoudoirs de ma chaise. J'ai demandé « Tous les négatifs, même ceux des années 80 ?» Il a hoché la tête avec un sourire bienveillant. Il a répondu « Surtout ceux des années 80. Les pellicules de cette époque étaient d'excellente qualité. Par contre, il va falloir du temps, et de l'argent aussi, je ne vous le cache pas. Mais si ces images comptent pour vous autant que vous le dites, ça vaut le coup. Est-ce que quelqu'un vous a déjà aidé à sauver quelque chose que vous pensiez perdu à jamais ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'adore lire vos témoignages. Monsieur Hartmann est devenu mon allié dans les mois qui ont suivi. Chaque semaine, je venais à son atelier pour voir les progrès, pour découvrir des images que je n'avais pas revues depuis des années, parfois des photos dont j'avais oublié l'existence. Il travaillait avec une patience infinie, nettoyant chaque négatif, ajustant l'exposition, corrigeant les défauts du temps. Un jour, il m'a montré une photo qu'il venait de tirer. C'était Georges et Simone, les parents d'Henri, devant leur maison de Colmar en 1960. Georges portait un costume 3 pièces gris, Simone une robe à fleurs qui lui arrivait aux genoux. Il souriait à l'objectif, les yeux plissés par le soleil d'été. J'ai touché le tirage du bout des doigts et j'ai pleuré pour la première fois depuis le jour du garage. Monsieur Hartmann m'a laissé pleurer en silence, puis il a dit « Vous savez, Madame Keller, les photos ne sont pas que des images sur du papier, ce sont des fenêtres sur le passé, des preuves que des gens ont existé, qu'ils ont aimé, qu'ils ont vécu. Ce que cette femme a fait en jetant vos albums, c'est un crime contre la mémoire. » Ces mots m'ont touché plus que je ne saurais dire. Pendant ce temps, ma relation avec Philippe se détériorait. Il était venu me voir le lendemain de l'incident du garage, visiblement gêné et mal à l'aise. Il s'était assis dans mon petit salon, les mains serrées entre ses genoux, et il avait essayé de m'expliquer. Il a dit « Maman, je suis vraiment désolée pour les photos. Je ne savais pas que Nathalie allait les jeter. Elle m'a dit qu'elle t'avait appelé et que tu étais d'accord. » J'ai secoué la tête lentement. J'ai répondu « Elle ne m'a jamais appelé Philippe. Je n'aurais jamais accepté ça, tu le sais. » Il a passé une main sur son visage fatigué. Il a dit « Je sais, maman, je sais. C'est compliqué.
Les travaux nous ont épuisés tous les deux, et Nathalie avait tellement envie de faire table rase du passé pour recommencer à zéro. Elle ne pensait pas à mal. Ne pas penser à mal? Jeter 40 ans de souvenirs familiaux, les seules photos des grands-parents que mon fils n'avait jamais connus, et ne pas penser à mal? Je voyais bien que Philippe était tiraillé, coincé entre sa femme et sa mère, incapable de prendre parti. Ça me faisait de la peine pour lui, mais ça me mettait aussi en colère. J'ai dit « Tu as vu ces photos grandir, Philippe? Tu sais ce qu'elles représentaient pour moi, pour nous? Tu sais que c'étaient les seules images de tes grands-parents. Comment tu peux la défendre ?» Il a levé les yeux vers moi et j'y ai vu quelque chose qui m'a glacée. De la résignation. Mon fils, mon petit garçon qui courait dans le jardin en criant de joie, avait renoncé. Il était devenu un homme qui préférait éviter les conflits plutôt que défendre ce qui était juste. Il a murmuré « Qu'est-ce que tu veux que je fasse, maman? C'est fait maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. » Je n'ai pas parlé des négatifs ce jour-là. Je n'ai pas mentionné le projet de restauration, ni l'album que je préparais en secret. Une partie de moi voulait lui faire la surprise. Une autre partie, celle qui grandissait de jour en jour, voulait attendre le bon moment pour révéler la vérité devant tout le monde. 3 mois plus tard, nous étions en février, et la communion de Lucas approchait. Mon petit-fils allait avoir 10 ans, et la cérémonie était prévue pour le 20 mai. Nathalie avait pris les choses en main avec son efficacité habituelle, réservant un restaurant huppé pour le repas de famille, commandant un gâteau sur mesure, établissant une liste d'invités triés sur le volet. J'avais été incluse dans les préparatifs du bout des lèvres. Nathalie m'avait demandé si je pouvais contribuer aux fleurs pour la table, une tâche subalterne qui me gardait à l'écart des décisions importantes. J'avais accepté sans broncher. J'avais d'autres projets. L'album était presque terminé. Monsieur Hartmann avait fait un travail extraordinaire. Nous avions sélectionné ensemble les 100 plus belles photos, les avions fait tirer sur du papier d'archives de la plus haute qualité et je les avais disposées dans un album en cuir brun que j'avais commandé chez un artisan relieur de la région. Sur la couverture, en lettres dorées à l'ancienne, j'avais fait graver 3 mots. Mémoire, famille, Keller. Chaque page racontait une histoire. Les premières montraient Georges et Simone, jeunes et amoureux, puis parents d'Henri, puis grands-parents en devenir, qui n'avaient jamais pu tenir leur petit-fils dans leurs bras. Venaient ensuite les photos d'Henri, enfant, adolescent, jeune homme. Notre mariage, notre premier appartement. Et puis Philippe, du nouveau-né aux jours rebondis jusqu'à l'homme qu'il était devenu. Ses anniversaires, ses diplômes, son mariage avec Nathalie, la naissance de Lucas et Emma. En regardant ces images assemblées, je réalisais à quel point la vie était faite de moments fugaces capturés dans la lumière. Chaque photo était un battement de cœur préservé, une seconde arrachée au temps qui passe. Avez-vous déjà préparé une surprise comme celle-là, quelque chose qui vous tenait tellement à cœur que vous en perdiez le sommeil? Partagez vos expériences dans les commentaires, j'aimerais tellement les lire. Le jour de la communion est arrivé par une matinée de mai étonnamment chaude pour la saison. Le ciel au-dessus de Strasbourg était d'un bleu parfait, sans un nuage, comme si le temps lui-même avait décidé de rendre hommage à cette journée spéciale. J'ai enfilé ma plus belle robe, une création en soie bleu nuit que j'avais vachetée pour l'occasion, et j'ai glissé l'album dans un sac en tissu que je portais en bandoulière. La cérémonie à l'église Saint-Thomas était belle et émouvante. Lucas, dans son aube blanche, ressemblait tellement à Philippe au même âge que mon cœur s'est serré. J'ai pensé à toutes ces photos que j'avais prises de mon fils à sa propre communion, des images que Nathalie avait jetées, mais que j'avais pu ressusciter grâce au négatif. La vie était pleine de ces ironies cruelles et magnifiques. Au restaurant, j'étais assise au bout de la grande table, à côté de ma sœur Françoise et de son mari Robert.
Nathalie avait organisé le plan de table de façon à me garder le plus loin possible d'elle et de Philippe, mais ça m'était égal, j'attendais le bon moment. Le repas se déroula dans une ambiance festive. Les enfants couraient entre les tables, les adultes riaient et bavardaient, le champagne coulait à flots. Intimite mais engageant. Vari pacing, slow pour émotionnelle révélation, modérate pour narratif, slight urgence durant confrontation. Échange sections-questions avec génuine curiosité, invitant réponse. Son de comme someone qui veut connecter, non juste telle une histoire. Nathalie trônait au centre de l'attention, recevant les compliments sur la décoration et l'organisation avec une modestie feinte. Philippe souriait à ses côtés, mais je connaissais ce sourire. C'était celui qu'il arborait quand il jouait un rôle. Au moment du dessert, alors que le gâteau spectaculaire à 3 étages était apporté sous les applaudissements, j'ai su que c'était le moment. Je me suis levée lentement, le sac contenant l'album serré contre ma poitrine, et j'ai fait le tour de la table pour rejoindre Philippe. J'ai dit assez fort pour que tout le monde entende, avant de couper le gâteau, j'aimerais offrir quelque chose à mon fils. Un silence curieux s'est installé. Nathalie a froncé les sourcils, visiblement contrariée par cette interruption imprévue dans son programme parfaitement orchestré. Philippe me regardait avec un mélange de surprise et d'appréhension. J'ai sorti l'album du sac et je l'ai posé sur la table devant lui. J'ai dit « Tu te souviens des photos que Nathalie a jetées il y a quelques mois, celles qu'elle considérait comme de vieilles photos jaunies et moisies ?» J'ai vu le visage de Nathalie blêmir. Quelqu'un dans l'assemblée murmurait quelque chose que je n'ai pas compris. Philippe fixait l'album comme s'il s'agissait d'un objet venu d'un autre monde. J'ai continué. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ton père m'avait conseillé il y a des années de mettre tous les négatifs en sécurité. J'ai passé les derniers mois à faire restaurer et tirer de nouvelles photos à partir de ces négatifs. Tout est là, Philippe. Tes grands-parents, Georges et Simone, ton père, enfant et adolescent, ta propre enfance, tout ce qu'elle a voulu effacer. Philippe a ouvert l'album d'une main tremblante. La première page montrait ses grands-parents le jour de leur mariage en 1948. Il a porté une main à sa bouche et j'ai vu ses yeux se remplir de larmes. Il a murmuré « Je croyais que tout était perdu. Je croyais que je ne reverrais plus jamais ces visages. » Il a tourné les pages lentement, s'arrêtant sur chaque image. Autour de nous, les invités s'étaient rapprochés pour voir. Ma sœur Françoise pleurait doucement. Robert lui tenait la main. Lucas et Emma regardaient par-dessus l'épaule de leur père, découvrant des visages qu'ils n'avaient jamais vus. Emma a demandé « C'est qui le monsieur avec le costume gris, papa ?» Philippe a répondu d'une voix étranglée « C'est ton arrière-grand-père, ma chérie, le papa de grand-père Henri. Il s'appelait Georges. » Le silence qui régnait dans la salle était assourdissant. Nathalie était restée figée à sa place, le visage fermé, les lèvres pincées. Je voyais les regards des autres invités se poser sur elle, certains avec incompréhension, d'autres avec un début de jugement. La vérité se répandait comme une tache d'encre sur du papier blanc. Philippe a continué à feuilleter l'album. Quand il est arrivé aux photos de sa propre enfance, quelque chose s'est brisé en lui. Il a regardé une image de lui à 3 ans, assis sur les genoux de son père devant le sapin de Noël, et il a éclaté en sanglots. Il a dit « Papa, j'avais oublié ce Noël, j'avais oublié son visage ce jour-là. » Je me suis approchée et je l'ai pris dans mes bras, comme je le faisais quand il était petit. Intimite mais engageant. Vari pacing, slow pour émotionnelle révélation, modérate pour narratif, slight urgence durant confrontation. Échanger chaque section de questions avec génuine curiosité, invitant réponse, semble quelqu'un qui veut connecter, non juste raconter une histoire. Il pleurait contre mon épaule, ses larges épaules d'homme de 40 ans secouées par les sanglots d'un enfant qui retrouve ce qu'il croyait perdu à jamais. Nathalie a fini par intervenir. Elle a dit d'une voix tendue
Ce n'est vraiment pas le moment ni l'endroit pour ce genre de scène, Marguerite. C'est la communion de Lucas, pas un règlement de compte familial. Mais cette fois, Philippe s'est redressé et s'est tourné vers elle. Il a dit « Tu as jeté ces photos, Nathalie. Tu as jeté ma famille. Tu as essayé d'effacer mon passé. Et maintenant, tu voudrais que je fasse comme si de rien n'était. » Elle a commencé à protester, à répéter ses justifications habituelles sur le désencombrement et le nouveau départ, mais personne n'écoutait. Les regards étaient fixés sur Philippe, sur l'album ouvert devant lui, sur les visages de personnes mortes depuis longtemps qui semblaient revivre à travers ces images. Une des cousines de Philippe, Isabelle, s'est approchée pour regarder les photos. Elle a dit « C'est incroyable, Marguerite, ces photos sont magnifiques, certaines sont encore meilleures que ce dont je me souvenais. » J'ai expliqué à l'Assemblée comment M. Hartmann avait travaillé pendant des mois pour restaurer et améliorer les images, comment la technologie moderne permettait de tirer des tirages de meilleure qualité que les originaux à partir des négatifs bien conservés. Je leur ai parlé de la magie de voir ces visages réapparaître sur le papier comme des fantômes qui reprennent forme et substance. Robert, le mari de ma sœur, a secoué la tête avec incrédulité. Il a dit « Jeter des albums photos de famille, c'est comme brûler des livres, c'est un acte de barbarie !» Nathalie a essayé de défendre sa position une dernière fois. Elle a dit que les photos étaient moisies et qu'elles présentaient un risque sanitaire, mais sa voix manquait de conviction. Tout le monde dans cette salle comprenait maintenant ce qui s'était réellement passé. Ce n'était pas une question d'hygiène ou d'espace, c'était une tentative délibérée d'effacer l'histoire d'une famille pour la remplacer par sa propre vision d'un avenir aseptisé. Ce qui vous est arrivé de plus cruel de la part d'un membre de votre famille. Je sais que certaines d'entre vous ont vécu des situations similaires. Partagez dans les commentaires, cela peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Les mois qui ont suivi la communion ont été compliqués. Philippe et Nathalie ont traversé une crise profonde, non pas à cause de mon geste lors de la cérémonie, mais parce que les photos avaient ouvert les yeux de mon fils sur bien d'autres choses. Il a commencé à remarquer comment Nathalie minimisait systématiquement tout ce qui avait trait à son enfance, à ses souvenirs, à sa famille d'origine. Il s'est rendu compte qu'elle avait progressivement coupé les liens avec beaucoup de ses anciens amis, qu'elle critiquait constamment mes visites, qu'elle décourageait les enfants de passer du temps avec leur grand-mère. Un soir de septembre, Philippe est venu frapper à ma porte sans prévenir. Il pleuvait des cordes dehors et il était trempé jusqu'aux os. Je l'ai fait entrer, je lui ai préparé un thé chaud et nous nous sommes assis dans mon petit salon. Il a dit « J'ai demandé le divorce, maman ». Je n'ai pas été surprise. Triste, oui, mais pas surprise. J'ai posé ma tasse et j'ai pris sa main dans la mienne. Il a continué. Ça fait des années que quelque chose ne va pas, mais je refusais de voir. L'histoire des photos m'a ouvert les yeux. Ce n'était pas juste de la négligence ou de la maladresse, c'était calculé. Elle voulait m'isoler de mon passé, de toi, de tout ce qui me liait à une vie avant elle. J'ai demandé « Et les enfants ?» Il a répondu « On va trouver un arrangement. Je ne veux pas qu'ils souffrent de nos erreurs d'adultes. » Mais je ne peux plus vivre comme ça, maman. Je ne peux plus faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Nous sommes restés longtemps cette nuit-là, à parler de tout et de rien, à regarder ensemble l'album que je lui avais offert. Il s'attardait sur chaque photo, posant des questions auxquelles je répondais avec joie. « Tu te souviens de ce voyage à la montagne? C'était quel anniversaire celui-là? Pourquoi papa faisait cette drôle de tête sur cette photo? » C'était comme si nous reconstituions ensemble les fragments d'une histoire que quelqu'un avait essayé de détruire. Chaque souvenir partagé était une victoire sur l'oubli. Le divorce a été prononcé 8 mois plus tard, en mai de l'année suivante. Nathalie a obtenu la garde alternée des enfants et une pension alimentaire conséquente, mais elle a dû quitter la maison familiale qui appartenait à Philippe. J'ai appris par ma sœur qu'elle avait emménagé dans un appartement moderne du côté de la Roberceau, un de ces immeubles tout en verre et en béton qu'elle aimait tant.
Philippe est resté dans la maison de son enfance, cette maison qu'elle avait transformée, mais qui portait encore, dans ses fondations et ses murs porteurs, l'histoire de notre famille. Peu à peu, il a commencé à y réintroduire des éléments du passé. Il a retrouvé dans les affaires de son père le vieux coucou suisse qui avait appartenu à Georges et l'a accroché dans l'entrée. Il a ressorti des cartons les quelques napperons de ma mère que j'avais réussi à sauver et les a posés sur les meubles. Il a surtout accroché des photos au mur, des tirages que nous avions faits ensemble à partir des négatifs restaurés. 2 ans ont passé depuis la communion de Lucas. Nous sommes aujourd'hui en mars, et le printemps hésite encore à chasser les derniers froids de l'hiver. Je viens de fêter mes 68 ans, entourée de Philippe, de Lucas et d'Emma, qui grandissent si vite. Nathalie dépose les enfants chez leur père un week-end sur 2, et je profite de ces moments pour créer de nouveaux souvenirs avec eux. Lucas a commencé à s'intéresser à la photographie. Pour son 12e anniversaire, je lui ai offert un appareil numérique et nous passons des après-midi entiers à explorer les rues de Strasbourg ensemble, à capturer des instants de lumière et d'ombre. Il a le même œil que son arrière-grand-père Henri, cette capacité à voir la beauté dans les détails que les autres ignorent. Emma préfère les histoires. Elle me demande souvent de lui raconter des anecdotes sur les personnes des photos, sur la vie d'avant sa naissance. Elle connaît maintenant par cœur l'histoire de Georges et Simone, leur rencontre au bal du 14 juillet 1947, leur mariage l'année suivante, la naissance de leur fils unique. Elle sait que son arrière-grand-mère Simone faisait les meilleures tartes au ketch de toute l'Alsace et que son arrière-grand-père Georges jouait de l'accordéon le dimanche après-midi. Ces histoires ne seront jamais perdues tant que quelqu'un sera là pour les raconter. Vous qui m'écoutez, prenez soin de vos photos et de vos souvenirs. Numérisez-les si vous le pouvez. Racontez leur histoire à vos enfants et petits-enfants. Ne laissez personne vous faire croire que le passé n'a pas d'importance, que les vieilles photos jaunies ne sont que du bric-à-brac encombrant. Ces images sont la preuve que nous avons existé, que nous avons aimé, que nous avons vécu. Monsieur Hartmann a pris sa retraite l'année dernière. Avant de fermer son atelier, il m'a appelé pour me dire au revoir. Il a dit au téléphone « Vous savez, Madame Keller, dans toute ma carrière, j'ai restauré des milliers de photos. Mais je n'oublierai jamais les vôtres. Parce que ce n'était pas juste des images, c'était une bataille pour la mémoire. Et vous avez gagné. Je ne sais pas si j'ai vraiment gagné. » Nathalie continue de vivre sa vie quelque part dans la ville, probablement avec la certitude qu'elle n'a rien fait de mal. Philippe porte encore les cicatrices de ses années de mariage où il a lentement perdu contact avec lui-même. Les enfants naviguent entre 2 foyers, 2 versions de la réalité, 2 façons de voir le monde. Mais quand je regarde l'album que j'ai offert à mon fils, quand je vois Lucas prendre des photos avec la même passion que son arrière-grand-père, quand j'entends Emma raconter à ses poupées l'histoire de Georges et Simone, je sais que quelque chose d'essentiel a été préservé. La semaine dernière, Philippe m'a montré quelque chose qui m'a fait pleurer de joie. Dans l'ancien bureau qui était devenu la salle de yoga de Nathalie, il a installé un coin dédié aux photos de famille. Il y a un grand panneau en liège où sont épinglés des tirages des différentes époques, une étagère avec les albums restaurés et même le vieux Pentax Camille d'Henri que j'avais retrouvé dans un carton au fond de mon placard. L'appareil ne fonctionne plus, mais il trône là, comme un monument à la mémoire et à la persévérance. Philippe a dit en me montrant cet espace, « C'est pour que les enfants n'oublient jamais d'où ils viennent, pour qu'ils sachent que leur histoire ne commence pas avec eux, qu'ils sont le maillon d'une chaîne qui remonte à des générations. C'est ce que Nathalie voulait leur voler. C'est ce que tu leur as rendu. » Quelle ville regardez-vous cette vidéo en ce moment ? Écrivez le nom de votre ville dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir d'où viennent toutes les personnes qui m'écoutent et qui partagent peut-être des histoires similaires. Il y a des jours où je repense à cette matinée de novembre dans le garage vide. Je revois l'espace où auraient dû se trouver mes cartons, le vélo d'appartement de Nathalie, son sourire indifférent pendant qu'elle buvait son café. Je ressens encore cette douleur aiguë, ce sentiment de perte absolue qui m'avait submergée. Mais je me souviens aussi de ce qui est venu après, la découverte que tout n'était pas perdu.
les heures passées dans l'atelier de M. Hartmann à voir les images réapparaître. La joie de Philippe quand il a ouvert l'album le jour de la communion. Les larmes qui coulaient sur son visage pendant qu'il retrouvait des visages qu'il croyait perdus à jamais. La vie nous inflige parfois des blessures qui semblent impossibles à guérir. Des gens que nous aimons nous trahissent. Des trésors auxquels nous tenons sont détruits. Mais il y a toujours, quelque part, une possibilité de reconstruction. Il y a toujours des négatifs cachés dans un coffre-fort, des fichiers oubliés sur un disque dur, des souvenirs qui attendent d'être ravivés. Henri me manque tous les jours. Quand je regarde les photos de notre vie ensemble, je peux presque sentir sa présence à côté de moi. Je l'entends me dire avec son accent alsacien prononcé « Tu vois, Marguerite, je te l'avais dit de garder les négatifs, tu peux toujours me faire confiance. » Et je lui réponds dans ma tête « Oui, Henri, tu avais raison, comme toujours. » Ma sœur Françoise vient me voir tous les mercredis après-midi. Nous buvons du thé dans mon petit salon et nous feuilletons les albums ensemble. Elle me montre des photos où nous apparaissons toutes les deux, petites filles en rose à carreaux dans le jardin de nos parents, adolescentes boudeuses lors de vacances à la mer, jeunes femmes au mariage l'une de l'autre. Chaque image est une porte vers le passé, une façon de revisiter des moments qui ne reviendront jamais, mais qui peuvent revivre à travers le papier et la lumière. Françoise me dit souvent que j'ai été courageuse de révéler la vérité lors de la communion de Lucas. Elle dit que beaucoup de gens auraient gardé le silence pour éviter les conflits, auraient offert l'album en privé pour ne pas créer de scène. Mais je ne voyais pas les choses ainsi. Ce que Nathalie avait fait n'était pas une erreur privée, c'était une attaque contre toute notre famille. Les photos qu'elle avait jetées ne m'appartenaient pas qu'à moi. Elles appartenaient à Philippe, à Lucas, à Emma, à tous ceux qui viendraient après eux. Ils avaient le droit de savoir ce qui avait failli leur être volé. Je ne suis pas quelqu'un de vindicatif par nature. Je n'ai pas cherché à humilier Nathalie ou à détruire son mariage, mais je crois profondément que la vérité a une force qui lui est propre. En la révélant ce jour-là, devant témoins, j'ai simplement permis aux choses de suivre leur cours naturel. Le reste, le divorce, la prise de conscience de Philippe, la reconstruction de notre relation, tout cela est venu de lui, pas de moi. 3 mois après le divorce, Philippe m'a posé une question qui m'a surprise. Nous marchions le long de l'Ill, ce fleuve qui traverse Strasbourg comme une artère vivante, et il s'est arrêté soudain pour me regarder. Il a demandé « Tu lui as pardonné, maman ?» J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Le pardon est un concept complexe. Est-ce que je souhaite du mal à Nathalie? Non. Est-ce que je comprends pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait? Pas vraiment, mais j'accepte que certaines personnes voient le monde différemment. Est-ce que je pourrais un jour oublier ce qu'elle a essayé de détruire? Jamais. J'ai fini par dire « Je ne sais pas si j'ai pardonné Philippe, mais j'ai fait la paix avec ce qui s'est passé. J'ai compris que sa cruauté disait plus sur elle que sur moi ou sur notre famille. Et j'ai choisi de me concentrer sur ce qui a été sauvé plutôt que sur ce qui a été perdu. » Il a hoché la tête lentement et nous avons repris notre marche en silence. Si vous deviez choisir une seule photo de votre vie à sauver, laquelle serait-ce? Décrivez-la dans les commentaires. J'aimerais découvrir quel moment compte le plus pour vous. Le mois dernier, Emma m'a demandé de l'aider à créer un arbre généalogique pour un projet scolaire. Nous nous sommes installés à ma table de cuisine, armés de grandes feuilles de papier, de crayons de couleur et de l'album aux photos restaurées. Elle a commencé en haut avec ses propres parents, Philippe et Nathalie, puis elle a tracé les branches vers les générations précédentes. Elle a collé des mini-reproductions des photos sur chaque branche, des visages qui regardaient depuis le passé vers l'avenir qu'ils n'avaient pas pu connaître. En arrivant à Georges et Simone, elle s'est arrêtée et m'a regardée avec ses grands yeux bruns. Elle a dit « Mamie, c'est grâce à toi qu'on sait à quoi ils ressemblaient. Sinon, je n'aurais eu que des noms à mettre dans les cases. » J'ai senti ma gorge se serrer. J'ai répondu
C'est grâce à ton arrière-grand-père, Henri, ma chérie. C'est lui qui m'a appris à prendre soin des souvenirs. Et maintenant, c'est ton tour d'apprendre. Elle a hoché la tête gravement, avec cette solennité que seuls les enfants peuvent avoir face aux grandes vérités de la vie. Puis elle a repris ses crayons et a continué son travail, ajoutant des petits cœurs et des étoiles autour des photos de famille. Ce soir-là, après que Philippe est venu chercher Emma, je suis restée longtemps assise dans mon fauteuil près de la fenêtre. Le soleil se couchait sur Strasbourg, teintant le ciel de rose et d'or, et je pensais à tous ces moments capturés dans mes photos, à tous ces instants de lumière qui avaient traversé le temps pour arriver jusqu'à nous. Henri m'avait offert un appareil photo pour notre mariage, parce qu'il savait que j'aimais capturer les moments. Mais ce qu'il m'avait vraiment offert, c'était une mission, celle de préserver la mémoire, de garder vivants les visages et les histoires de ceux qui étaient partis. Nathalie avait essayé de m'enlever cette mission. Elle avait cru qu'en jetant des boîtes de carton, elle pouvait effacer des décennies de vie partagée. Elle n'avait pas compris que les photos ne sont pas que des objets. Ce sont des témoins, ce sont des preuves, ce sont des ancres qui nous rattachent à ce que nous sommes vraiment. Je vais avoir 69 ans dans quelques mois. Mon dos me fait souffrir les jours de pluie et ma vue n'est plus ce qu'elle était. Mais je continue à prendre des photos. Je continue à documenter la vie de ma famille, les anniversaires et les repas du dimanche, les promenades au parc et les goûters d'après l'école. Lucas a maintenant son propre dossier dans mon système de classement. Emma aussi. Philippe a un dossier qui s'épaissit d'année en année. Et tous ces dossiers sont sauvegardés sur mon ordinateur, sur un disque dur externe et sur un service de stockage en ligne dont Philippe m'a expliqué le fonctionnement. Je n'aurai plus jamais de négatif physique à mettre dans un coffre-fort de banque. Le monde a changé et les appareils numériques ont remplacé les pellicules argentiques. Mais le principe reste le même. Multiplier les copies, disperser les sauvegardes, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Ce que Nathalie m'a appris malgré elle, c'est que nous ne pouvons faire confiance à personne pour protéger ce qui nous est le plus précieux. Nous devons le faire nous-mêmes, avec vigilance et détermination. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être une amie qui traverse une situation difficile avec sa belle famille, ou une mère qui s'inquiète pour ses propres souvenirs. La semaine prochaine, j'irai rendre visite à Monsieur Hartmann dans sa petite maison de retraité à Obernai. Je lui apporterai une boîte de bredelles que j'aurai préparée moi-même, ces petits gâteaux alsaciens qu'il adorait grignoter pendant nos séances de travail. Et je lui montrerai les dernières photos de Lucas et Emma, ces enfants qu'il a contribué à ancrer dans leur histoire familiale. Il sourira probablement de son sourire fatigué et il dira quelque chose comme « Vous voyez, Madame Keller, la mémoire est plus forte que ceux qui veulent la détruire. » Et j'acquiescerai en silence, parce qu'il aura raison. Quelques jours avant de terminer ce récit, Philippe m'a envoyé un message avec une photo jointe. C'était une image qu'il avait prise dans le coin photo de son bureau, celui qu'il a créé pour les enfants. Sur la photo, on voyait Lucas devant le panneau en liège en train d'épingler un nouveau tirage. C'était une photo de famille que nous avions prise lors du dernier Noël, tous ensemble autour du sapin dans la maison de mon fils. Le message de Philippe disait simplement « La chaîne continue, maman. Merci ». J'ai regardé cette image pendant de longues minutes, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de gratitude pour tout ce qui avait été préservé malgré les épreuves, pour cette chaîne de mémoire qui se transmettait de génération en génération. Henri aurait été si fier. Finalement, cette histoire n'est pas celle d'une belle fille cruelle et d'une belle-mère courageuse. Ce n'est pas non plus l'histoire d'une vengeance ou d'une victoire. C'est l'histoire de ce qui reste quand tout semble perdu. C'est l'histoire de la persistance de l'amour à travers le temps et les épreuves. C'est l'histoire de ces négatifs oubliés dans un coffre-fort qui contenait, sans que personne ne le sache, les clés d'un trésor inestimable. Qu'est-ce qui reste de nous quand nous ne sommes plus là ? Des photos,
des histoires, des souvenirs transmis de bouche à oreille. Ces choses fragiles et précieuses qui peuvent être détruites en un instant, mais qui peuvent aussi, avec un peu de chance et beaucoup de persévérance, survivre à toutes les tempêtes. Je pense souvent à Georges et Simone, ces beaux-parents que je n'ai connus qu'à travers les récits d'Henri et les photos jaunies de leur époque. Ils n'imaginaient probablement pas, le jour de leur mariage en 1948, que leur image traverserait les décennies pour être contemplée par leurs arrière-petits-enfants. Ils ne savaient pas que leur sourire capturé par un photographe de village serait un jour numérisé, restauré et imprimé sur du papier d'archives de la plus haute qualité. Qu'est-ce qui reste de nous quand nous ne sommes plus là? Des photos, des histoires, des souvenirs transmis de bouche à oreille. Ces choses fragiles et précieuses qui peuvent être détruites en un instant, mais qui peuvent aussi, avec un peu de chance et beaucoup de persévérance, survivre à toutes les tempêtes. Je pense souvent à Georges et Simone, ces beaux-parents que je n'ai connus qu'à travers les récits d'Henri et les photos jaunies de leur époque. Ils n'imaginaient probablement pas, le jour de leur mariage en 1948, que leur image traverserait les décennies pour être contemplée par leurs arrière-petits-enfants. Ils ne savaient pas que leur sourire capturé par un photographe de village serait un jour numérisé, restauré et imprimé sur du papier d'archives de la plus haute qualité. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est le miracle de la photographie. Figer un instant pour l'éternité, arracher à l'oubli les visages de ceux que nous aimons. Nathalie voulait effacer le passé pour créer un avenir qui lui ressemblait. Elle n'a pas compris que le passé n'est pas un poids dont on se débarrasse, mais un socle sur lequel on construit. Sans les photos de son enfance, Philippe aurait perdu une partie de lui-même. Sans les images de Georges et Simone, Lucas et Emma n'auraient jamais pu mettre des visages sur les branches les plus anciennes de leur arbre généalogique. Ce que cette femme a jeté dans cette benne à ordures, ce n'était pas du vieux papier jauni, c'était de l'identité, c'était de la mémoire, c'était de l'amour cristallisé dans la lumière et l'argent photographique. Heureusement, tout n'a pas été perdu. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de cette histoire. Avez-vous vérifié récemment que vos photos de famille sont bien sauvegardées? Je vous encourage à le faire dès aujourd'hui. Numérisez vos albums anciens, faites des copies de vos fichiers numériques, racontez à vos enfants l'histoire des personnes sur ces images. Ne laissez pas votre mémoire familiale être vulnérable à la malveillance ou à l'accident. Parce que ces photos ne sont pas que des images, ce sont des trésors, et les trésors méritent d'être protégés. Je referme maintenant cet album de souvenirs et je le range sur l'étagère de mon petit salon, à côté des autres albums que j'ai constitués au fil des années. Demain, j'irai chercher Lucas à l'école et nous ferons une promenade photographique dans le quartier de la Petite France, avec ses maisons à colombages et ses canaux qui miroitent sous le soleil printanier. Je lui apprendrai ce que Henri m'a appris il y a plus de 40 ans. Comment regarder le monde avec des yeux de photographe? Comment chercher la beauté dans les détails ordinaires? Comment capturer des instants qui deviendront un jour des souvenirs précieux? Et peut-être qu'un jour, dans 50 ou 60 ans, Lucas montrera ces photos à ses propres petits-enfants. Il leur dira « Regardez, c'est votre arrière-arrière-grand-mère qui m'a appris à prendre des photos. Elle s'appelait Marguerite et elle était la gardienne de notre mémoire familiale. » Et à ce moment-là, quelque part, je sourirai. Parce que la chaîne continuera, parce que l'amour traverse le temps, parce que les photos ne mentent jamais. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, prenez soin de vos souvenirs. Ils sont tout ce qui reste quand le reste s'en va.